Eh ben, bonjour Xavier, Bonjour Arnaud. et merci d'être là pour cet épisode. Eh bien, écoute, merci de m'inviter, de me recevoir et de me donner l'occasion de cet échange. Très bien. Et ben, écoute, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est si toi tu pouvais revenir un petit peu sur ton parcours pour que les gens comprennent ce que tu as fait dans le conseil et aussi ailleurs, hein, comme Très expérience. bien, parfait. En quelques mots, pour pas trop s'étendre, moi je suis dans l'IT depuis que je commence à travailler, c'est-à-dire maintenant ça fait 30 ans. J'ai fait à peu près 11 ans chez Capgemini, dans le groupe Capgemini, sous différentes enseignes. J'ai commencé chez Capcesa, donc ça date un peu. Et puis j'ai eu 5 ans en tant que directeur général d'un éditeur de logiciels qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Orsip, qui était assez connu en France. Et puis, pour faire simple, j'ai rejoint GFI en 2012, Hmm. GFI que j'ai quitté en fin 2024. GFI devenu Alors, Inetom, GFI ouais. devenu Inetom, je te remercie, en effet. Et donc voilà, j'ai accompagné dans ces années de passage GFI Inetom sous la direction de Vincent Rouex, un beau projet de croissance du groupe, et c'était passionnant. Et j'ai occupé quelques fonctions managériales, dirigeantes, puisque j'étais au comité exécutif du groupe. D'accord. Et sur une des grosses BL, enfin des business lines d'Inetom, qui est technologie. Alors moi j'ai été patron de Infrastructure Services pour la France, donc qui portait toutes les offres liées à la production informatique, pour être simple. Ensuite j'ai eu Application Services, donc qui portait toutes les offres applicatives. Infrastructure Services, des gros dossiers d'infogérance. Hmm. Application Services, des gros dossiers de TMA. Et puis ensuite, en 2024, il y a eu une fusion des deux, une réorganisation du groupe. Et moi, j'ai pris technologie pour la France, qui réunissait deux des activités, hors les activités solutions qui était une business line à part, qui portait toutes les activités relatives aux plateformes, ServiceNow, SAP, Salesforce, etc., qui n'étaient pas dans mon périmètre, mais j'avais le reste D'accord. pendant l'année 2024, avant que je ne quitte le groupe. D'accord. Et donc pour rejoindre Sphère, et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a amené à aller chez Sphère, ou de ce que je comprends, l'activité n'est pas exactement la même. On parle évidemment de deux ESN, mais intéressant de revenir L'activité un peu n'est pas là-dessus. la même, c'est un éclairage qui est différent. Moi, ce qui m'a plu dans le projet Sphère, c'était que c'était un projet entrepreneurial, et cette dimension, cette fibre entrepreneuriale m'anime. Que Sphère, j'ai découvert, et avant même de les rejoindre, une entreprise qui a une culture d'entreprise très forte, avec des valeurs d'ingénieurs, donc des valeurs professionnelles et humaines qui sont très fortes, très caractéristiques. C'est une vraie société d'ingénierie. Il y a un positionnement que je vais appeler de premium, c'est-à-dire un positionnement d'expertise technologique. Je reviendrai sur Sphère, mais ce positionnement enfin, le fait d'avoir un positionnement comme ça sur le marché était pour moi gage d'un capital à travailler. Et puis, il y avait un projet de développement sur lequel je prétendais pouvoir avoir un impact. Et c'est ce qui fait que j'ai rejoint le groupe et que j'ai rejoint ce beau projet. Et surtout, ces paramètres à la fois de culture d'entreprise, à la fois de positionnement et puis de potentiel de développement, au bout de 18 mois, je peux confirmer et cocher toutes les cases. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un très beau projet et une très belle entreprise. Bah, on peut parler effectivement de Sphère, intéressant. Quand tu parles de positionnement haut de gamme, justement, qu'est-ce que tu entends par haut de gamme versus du plus moyen de gamme dans une ESN? Quels sont voilà, les Alors, types d'offres sur je n'ai lesquels pas vous dit haut de êtes? gamme, j'ai dit premium, Oui, parce que je ne veux pas dire que les autres font du bas de gamme oui. du tout. C'est pas le sens. C'est que simplement, je dirais, dans la chaîne de valeur de l'IT, chacun a son rôle, chacun a son positionnement, et il y a des savoir-faire et des domaines d'expertise qui sont forcément différents. Ça peut être du process sur une démarche de delivery industrielle, ça peut être de l'expertise métier, de la compétence métier sur certaines approches de consulting, ça peut être de l'expertise technologique, qui est l'apanage de Sphère, qui est vraiment notre positionnement. Donc, nous, notre mission, c'est de permettre à nos clients de tirer le meilleur profit de l'innovation technologique. C'est dans le cycle de vie d'un produit, d'une offre,
On a la phase d'innovation pure, on n'est pas dedans. On a la phase de early adoption, early maturity. C'est les deux phases sur lesquelles on intervient et sur lesquelles on valorise notre expertise. Et puis ensuite, on a late maturity, qui sont les marchés matures et les marchés sur lesquels, pour le coup, des marchés plus volumiques, mais qui sont des marchés sur lesquels on a potentiellement un peu plus de mal à valoriser l'expertise qu'on est capable de proposer. Donc nous, notre positionnement, et c'est bien pour ça qu'en prépositionnant ou en rappelant le cycle de maturité d'un produit ou d'un service, nous, on ne sait pas qu'on est positionné au-dessus, c'est qu'on est positionné dans des phases qui sont early adoption, early maturity, dans lesquelles nos clients ont un besoin d'expertise qui est fort. Et ce niveau d'expertise et ce besoin d'expertise, Sphere l'apporte avec brio. D'accord. Et ça, quand tu parles du cycle du service, tu peux l'avoir sur différents services. Tu me disais, vous êtes spécialiste du cloud, mais aussi maintenant de l'IA pour coding. Vous avez plusieurs... Pour poursuivre sur Sphere, on a 4 métiers pour délivrer cette promesse d'aider nos clients à tirer le meilleur profit de l'innovation technologique. 4 métiers qui sont l'engineering, c'est vraiment la base. Nous, on vient du craftsmanship, du software engineering. Par voie de conséquence, on s'est développé sur le data engineering, sur le cloud engineering, mais finalement, ça part du métier de l'engineering qui reste un métier fondamental et central dans le groupe hier, aujourd'hui, et ça le sera demain. On aura l'occasion d'y revenir sur les impacts sur ce métier de l'engineering, les impacts que l'IA peut avoir sur ce métier de l'engineering, mais ça reste une valeur fondamentale et un métier central. Donc engineering, on a du consulting. WinVision, qui est un cabinet de conseil de haut niveau et qui permet l'alignement de la technologie avec les métiers de nos clients et les cultures de nos clients. Donc on travaille sur des sujets de gouvernance, on travaille sur des sujets d'operating model, on travaille sur des sujets d'acculturation, d'accompagnement au changement au travers de WinVision. Deuxième métier, c'est le training. Là aussi, c'est très cohérent par rapport à notre mission d'origine. Il faut qu'on soit capable, sur les technologies que nous maîtrisons, de les enseigner aux équipes opérationnelles, aux équipes techniques de nos clients. Et le training, c'est 5 à 6 000 personnes par an qu'on forme aux technologies. Et puis du tooling. Alors, tooling, c'est des outils. On a des ingénieurs qui sont aussi créatifs, et qui n'hésitent pas, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui peut être fait, sur lequel on peut capitaliser, de développer un outillage particulier ad hoc qui permet d'aller plus vite. Là aussi, on retrouve vraiment la culture de l'ingénieur. On n'est pas dans un modèle sur nos outils, on n'est pas dans un modèle de type SaaS, que tu connais bien. On est dans un modèle, nous, plutôt inspiré de l'open source, où on cède en général la propriété intellectuelle des outils qu'on a développés. Et on permet aux clients de se l'approprier, d'être autonome avec ces outils, mais ça permet de raccourcir le temps d'adoption. Et on a, de ce fait, on a développé une cloud platform qui permet de délivrer ou de mettre en place une landing zone beaucoup plus rapidement que sans ça. On a la même chose sur une data platform, c'est des data platforms. Et puis enfin, on a une plateforme IA qui s'appelle Raise, qui est multi-LLM, qui permet de consommer l'intelligence artificielle à l'échelle via des clés d'API en mode consommation de tokens, quels que soient les LLM qui sont utilisés. Et on a un certain nombre de très grands comptes clients français qui s'en servent, c'est-à-dire qu'ils l'ont acheté, qui se sont appropriés, ce qui leur permet d'avoir un déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle de l'ensemble de leurs salariés sur un modèle économique qui est peu engageant. D'accord. Intéressant. Et sur la géographie de l'activité, vous êtes sur la France, vous avez des ambitions? On est sur la France, on est présent à peu près partout en France, avec soit des agences, soit des implantations opérationnelles. Et puis on est présent au Luxembourg, on a un acteur assez fort au Luxembourg, et on est présent en Belgique, qui est une géographie sur laquelle on investit en ce moment beaucoup pour développer cette géographie-là en cohérence avec le Luxembourg d'ailleurs. On a des velléités de croissance européenne. Nous, on a dans notre ADN des valeurs de confiance au sens souveraineté. On est européen, on a un actionnaire qui est français.
On n'est présent qu'en Europe, même si aujourd'hui c'est 3 pays d'Europe, et on veut capitaliser là-dessus. Et donc notre prochaine étape va être de procéder à une implantation dans d'autres pays européens via de la croissance externe. D'accord. Ah, parce que vous avez un actionnaire, d'accord. On a un actionnaire, on a une structure actionnariale qui repose sur un actionnaire majoritaire qui est un family office. On est sous LBO avec un groupe de managers qui participent au capital. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'impliquer, je dirais, capitalistiquement des managers dans la réussite du projet Sphère. Et puis, on a un fonds d'investissement qui est minoritaire et qui nous accompagne aussi et qui nous permet d'avoir une approche structurée de ces sujets financiers. Et voilà. Donc, ça, c'est notre structure actionnariale. Et c'est un bon équilibre parce que d'abord, notre family office est présent depuis 17 ans, qui compte rester actionnaire majoritaire, c'est sa philosophie. Donc, on n'est pas dans une approche de fonds d'investissement de court terme. Et ça, je dirais, dans une période comme celle-ci, qui est une période qui est particulièrement agitée, ça donne une dimension temps qui est appréciable. Ok, oui, on a le sans dénaturer l'ambition légitime que nos actionnaires nous positionnent. Mais malgré tout, ça permet d'avoir une forme de sérénité sur la dimension temps, parce qu'il n'y a pas des échéances de retour sur investissement telles qu'on les connaît dans des actionnariats de structures différentes. Oui, je rejoins. Nous aussi, on est accompagné par deux fonds d'investissement en tant qu'actionnaires, et effectivement qui sont sur un horizon de temps assez lointain en termes d'investissement, et ça apporte de la stabilité. Exactement. Très bien. Ça permet vraiment l'épanouissement, je pense, du projet industriel ou du projet de l'entreprise. Ça, c'est appréciable. Ok. Très bien. Et quel regard tu portes, toi, sur la conjoncture économique actuelle pour les ESN ? C'est pas des années faciles après les années folles, entre guillemets, de l'après-Covid. Voilà, post-Covid, c'était euphorique. Et donc là, on est dans une période qui est... ça, c'est les chiffres le montrent, hein, c'est officiel, hein, qui étaient les années 2024-25 étaient des années de décroissance. Donc, c'est un marché qui reste compliqué. Là-dessus, c'est un marché qui est percuté par deux enjeux, je pense, qui sont forts, qui sont les sujets de souveraineté et de confiance, et qui, à mon avis, commencent à avoir un impact sur un certain nombre d'acteurs. Et puis l'intelligence artificielle, l'éléphant dans la pièce. Hein, donc ça, c'est certain que entre une correction de marché suite à des années post-Covid un peu euphoriques et une accélération de la correction de marché par l'intelligence artificielle, on est sur un marché qui n'est pas serein. On est sur un marché qui est plein d'incertitudes. Et puis, on a des clients qui, eux aussi, subissent un certain nombre d'affres, ont eux aussi leurs incertitudes et leurs complexités liées à la situation économique et géopolitique globale, et puis liées aussi à l'intelligence artificielle et aux impacts structurels qu'elle peut avoir sur leur business model propre. Donc tout ça ne nous met pas dans un contexte, je dirais, global de marché qui est favorable. Et encore une fois, je ne suis pas économiste, mais les chiffres le montrent et le démontrent. Sans vantardisme et non plus sans fausse modestie, pour Sphère, c'est paradoxalement un marché qui est assez favorable. Donc on finit notre année fiscale fin mai. Nous, on a une année fiscale du 1er juin au 31 mai. On finit une année fiscale en croissance, avec un dernier trimestre en croissance forte. Donc on est sur une dynamique de croissance qui est assez remarquable et qui n'est pas le reflet du marché global. Mais c'est ça qui est intéressant. Comment tu expliques cela ? On a l'impression qu'il y a des ESN un peu de type d'ESN, certaines qui souffrent beaucoup sur leur activité historique, d'autres qui semblent avoir le vent en poupe avec l'émergence de la GenAI, qui arrive à, je sais pas, avoir plus de business via ce levier-là. Moi, encore une fois, j'ai un avis, mais j'ai pas la vérité. Ce que je pense, c'est que on est
avec la GenAI en particulier, on est sur un marché qui est très drivé par la tech. Et donc, il y a quand même une prime à l'expertise technologique versus le marché super mature qui se commoditise et qui est très concurrentiel, indépendamment de l'IA. Il y a vraiment une primeur à la tech et nous, on est quand même partenaire de grands acteurs de la tech, qui soient Google. Hein, on a eu le Ward, on est le premier partenaire Google en France. Hein, on a reçu le Ward en ce début d'année et on en est fiers. On travaille beaucoup avec Sens, on travaille beaucoup avec Scaleway. On a des partenariats qui sont forts, une proximité qui est forte. Et ça... Vraiment, ça fait. Je ne dis pas que ça fait la différence parce que nous, on n'est pas très gros. Hein, je ne l'ai pas dit, mais Sphère, c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 900 personnes. Donc, on n'a pas les mêmes réalités que beaucoup de nos concurrents de grandes ESN. Et donc, on a cette chance d'être sur un marché d'expertise technologique, d'être bon sur ce marché d'expertise technologique, d'avoir des équipes d'ingénieurs qui sont vraiment au fait et en veille et aux avant-postes de l'innovation technologique, sur l'IA, mais sur le cloud, sur la data. Et ça, ça a une vraie valeur. Il y a une autre valeur, je pense, qui est forte, c'est sur laquelle on est un peu moins, qui est la connaissance intime des process métiers des clients. Mais en fait, plus que... ce qui fait vraiment la différence, c'est la spécialisation, je pense, c'est le haut niveau d'expertise. Et là, pour lequel les clients reconnaissent la valeur et sont prêts à la payer. Versus, encore une fois, un marché beaucoup plus volumique et plus générique et plus mature. On revient sur la chaîne sur le cycle de vie d'une offre ou d'un produit qui, là, devient très concurrentiel. Voilà ce que je peux en dire. Donc, c'est quoi les offres pour toi, justement, très matures, qui commencent à se commoditiser ? Alors, je ne vais pas me risquer là-dedans parce que je suis moins sur ce marché-là depuis maintenant 18 mois. Ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que moi je vois comme marché qui fonctionne bien, et c'est les marchés par chance sur lesquels nous sommes. Nous, nos axes de développement stratégique qui sont portés par deux axes qui sont l'intelligence artificielle et la souveraineté et la confiance. En sous-jacent, souveraineté et confiance, c'est conséquences très directes de l'évolution de la situation géopolitique et en particulier du comportement américain. Donc là, il y a un vrai intérêt, ce qui ne veut pas dire, c'est pas de l'American bashing, hein, c'est véritablement, c'est pour ça qu'on parle plus de confiance que de souveraineté, c'est véritablement comment est-ce que je bénéficie de l'innovation technologique que certains acteurs américains m'apportent plus que d'autres acteurs, et en même temps, tout en garantissant mon indépendance et ma capacité à réagir en cas de problème. Donc ça, c'est un vrai marché qui est très dynamique et sur lequel on est très présent. Et puis l'intelligence artificielle avec deux sous-jacents qui sont AI for IT et AI for Business. AI for IT, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle et les dernières technologies de vibe coding ou de développement me permettent d'être plus performant et d'accélérer ma production de logiciels, dans ma DSI en particulier. Et puis AI for Business, c'est comment cette IA au travers des agents me permet d'accélérer mon business et d'être plus compétitif par rapport à mon marché. Et ça, c'est véritablement les deux grands axes, et puis il y a les deux sous-jacents sur l'IA, parce qu'on considère véritablement qu'il y a deux types de marchés avec des cycles différents qui sont les marchés porteurs aujourd'hui. Et puis après, l'IA, elle fonctionne bien quand il y a une donnée qui est disponible et qui est de bonne qualité. Donc les métiers de la data sont, au sens large du terme, des métiers aussi qui sont très porteurs et qui redeviennent des métiers au centre de la chaîne de valeur. D'accord. Et si on reprend, parce que c'est très intéressant de prendre un peu tous ces métiers, déjà sur le cloud, est-ce que justement tu as beaucoup de missions de migration de cloud, je passe sur un cloud européen, ou est-ce que je reste sur du AWS mais j'essaie de mettre des sécurités suffisantes? Il y a un peu de tout, mais en fait... typiquement, il y a quand même j'ai cité deux acteurs qui sont deux gros partenaires de Sphère, qui sont Scaleway, qui est un acteur pur européen, et Puissance, qui est une JV entre Thales et Google, et qui a obtenu en fin d'année son accréditation Secnum Cloud.
ces deux acteurs qui sont de notre point de vue, de grande qualité, qui ont une offre sécurisée, sécurisante. Et donc, on a la question, et les clients légitimement se posent la question d'avoir des modèles plutôt hybrides, mais d'avoir la capacité de bénéficier, quand c'est nécessaire, de ces environnements sécurisés, maîtrisés, et sans renier forcément l'accès à d'autres technologies comme tu les as citées. On travaille aussi avec AWS sur l'évolution de leur offre cloud vers de la souveraineté. C'est un enjeu européen qui est majeur et les acteurs américains ne s'y trompent pas. L'Europe est quand même un de leurs premiers marchés, donc ils sont vigilants à ce que ces nouvelles considérations et ces nouveaux points d'intérêt soient adressés au bon niveau, et ils ont raison. D'accord. Ok, et sur l'IA, et donc l'IA for IT, effectivement sur l'efficience tech, alors ça sous-entend que vous-même en interne, de ce que je comprends, vous avez fait cette transformation pour essayer d'utiliser cette technologie d'IA pour faire du vibe coding, pour ensuite l'évangéliser auprès de vos clients. Exactement. On a donc là, je reviens un peu en arrière. Moi, je suis arrivé début janvier 2025. En février, on avait nos équipes d'ingénierie, ou certains en tout cas, avaient accès aux versions bêta de Claude Code, d'Anthropic. C'est vraiment important parce que le marché, bon, l'IA, ça date pas de février 2025, mais le marché a vraiment basculé en 2025, en tout cas ce marché-là, avec l'arrivée de Claude Code. Et donc Claude Code, nous, on avait les versions bêta qui ont interpellé, qui ont fasciné d'abord, et puis ensuite terrifié ceux qui qui ont joué avec. Claude Code est sorti officiellement en mars, et on s'est dit avec Didier Girard, mon directeur général, à ce moment-là, si on ne fait rien, dans 3 ans, on n'existe plus. Parce que nous qui venons du craftsmanship, qui avons des développeurs qui savent faire du beau code et qui prennent du plaisir à faire du beau code, et c'est une grande valeur, et bien ils se retrouvent avec un outil qui fait le code à leur place. Et ça, c'était à la fois, c'est une telle puissance qu'on a vu assez vite que c'est une opportunité incroyable, parce que c'est un accélérateur, c'est un outil, vraiment, il faut le considérer comme un outil qui est vraiment transformant dans le métier, et en même temps, c'est un danger aussi incroyable, parce que en tout cas en février-mars, c'est ce qu'on se disait, mais ça va nous remplacer. Donc on a vraiment pris le parti, nous, de creuser le sujet. Je pense qu'on a été assez précurseurs et assez tôt, très tôt même. Encore une fois, je reviens, ça fait un peu plus de 12 mois, c'est pas vieux. Voilà, on a vécu une année 2025 d'une richesse d'innovation, de passage de cap des uns et des autres, des Anthropic, des OpenAI, des Gemini, qui étaient frénétiques. On a mis en mouvement l'entreprise, on a fait pivoter l'entreprise vers l'IA de façon volontariste, affichée et déterminée. À partir de ce moment-là, avant les vacances, en fait, avant juin, en s'appuyant sur une méthodologie, sur un framework plutôt, d'un chercheur américain qui s'appelle Ethan Mollick, qui repose sur 3 principes fondamentaux qui sont de bon sens, mais qui sont très vertueux et très efficaces. Leadership, Lab, Crowd. Leadership, c'est pour embarquer une transformation de cette nature-là, il faut que les leaders soient impliqués et qui mesurent bien l'impact, les enjeux et l'impact. Donc, c'est touch the keyboard, quoi. Il faut que tous les dirigeants de sphère soient pratiques, pas simplement lisent, pratiquent et mesurent concrètement les impacts. Crowd, pour prendre le 3e levier, c'est on ouvre à tout le monde et on incite tout le monde à se servir de ces outils sans limite, sans se dire le prérequis c'est qu'est-ce qu'on va chercher comme ROI. On dit consommer des tokens. Allez-y. Et on continue à dire ça. C'est vraiment important. Et puis le lab, c'est une équipe de champions, AI Champion, qui est au contact des équipes d'ingénierie, qui identifie celui qui a trouvé un raccourci qui lui permet de faire que sa journée, au lieu de durer 8 heures, elle dure 4 heures.
S'il le garde pour lui, l'entreprise, elle gagne 4 heures d'efficacité. S'il le partage à l'ensemble, c'est toute l'entreprise qui bénéficie de ce raccourci. Donc ça, c'est vraiment le rôle des labs, qui est d'encourager le partage des bonnes pratiques, de diffuser les bonnes pratiques et de faire en sorte que l'entreprise accélère sur le déploiement et les usages vraiment vertueux de l'IA. Avant l'été, on a eu beaucoup de freins parce que ça pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, encore une fois, sur le fond du métier. En septembre, à la rentrée de septembre, on a considéré qu'on était en train de réussir la partie parce qu'on avait, durant l'été, beaucoup de nos ingénieurs qui avaient testé, qui étaient plus sceptiques et qui étaient plutôt enthousiastes sur l'usage de ces outils-là. Et puis ensuite, il y a toute la phase de c'est bien d'être apprenti sorcier de l'IA, c'est bien de bricoler dans son coin, mais nous, on adresse un marché qui est un marché d'industriel, quel qu'il soit. Enfin, quand on ne gère pas une appli bancaire en bricolant, quoi. Donc, on a ensuite beaucoup travaillé, et ça va aussi dans le sens de l'évolution des métiers et donc dans le sens du métier de nos équipes, beaucoup travaillé à qu'est-ce qui va permettre que cette IA soit efficace, qu'est-ce qui va permettre que cet outillage soit robuste, et c'est là que le métier de l'ingénieur se transforme, certes, mais ne disparaît pas. C'est là que l'ingénieur a un vrai rôle à jouer pour faire en sorte qu'il se serve de ce nouvel outil de façon experte, professionnelle, pour en faire un outil robuste et maîtrisé. Et donc, on est dans cette phase-là. Et pour revenir sur ces 12 mois, en fait, quelque part, on considère aujourd'hui qu'on a vraiment réussi notre pivot. On est une AI-only compagnie. Et aujourd'hui, on sélectionne les marchés sur lesquels on répond en fonction de notre capacité à délivrer la valeur de l'IA et de l'appétence des clients à cette proposition de valeur-là. Et ça marche plutôt bien. Et voilà, c'est une bonne question. C'est-à-dire que vous êtes monté vite là-dessus. Est-ce que vos clients ont suivi Est-ce qu'ils sont à même d'avoir les infrastructures qu'il faut pour Alors, nos clients suivent produire. vraiment, c'est assez phénoménal. J'avais aussi ce doute-là, que nous, j'avais pas de doute sur le fait qu'on était en avance quelque part, qu'on avait vraiment une bonne maîtrise de ces nouveaux outils, une bonne vision. Mais est-ce que cette vision, elle va rencontrer le marché, ou est-ce qu'on est en avance de 3 ans, quoi? Ce qui est jamais très bon. En fait, c'est bien d'être en avance, mais pas tout seul. Et en fait, on a été très rassurés au gré d'échanges avec des grandes DSI de la place, des très grandes DSI de la place, des DSI de nos clients de quelque nature que ce soit. On citait, à l'époque, on cite toujours d'ailleurs qu'avec l'IA, il faut aller chercher l'effet 10x, c'est-à-dire le rapport de 1 à 10 et l'accélération de la productivité, mais d'un facteur 10. Là aussi, je peux le citer parce que 12 mois, c'est pas très long, donc on a des souvenirs encore précis. En novembre-décembre, en ayant participé à un collège de DSI, en ayant été invité à une table ronde sur un collège de DSI, le retour qui était fait de ce think tank, c'était l'effet 10x, on va y aller, on n'est pas encore totalement prêt, ça a beaucoup de conséquences, il y a du change à faire, de monter en compétences, d'acculturation, etc. Mais c'est ça qu'il faut qu'on vise. Et à partir du moment où on avait cet écho-là, que je confirme aujourd'hui, qu'à fin mai 2026, on s'est dit que voilà, le marché nous était vraiment ouvert et que la voie qu'on avait, qu'on continue à travailler, la posture un peu en avance de phase, un peu en vigie, elle avait de l'écho, et qu'elle avait un écho favorable, et qu'on pouvait vraiment accompagner les organisations. Au passage, d'ailleurs, les organisations clientes, comme notre écosystème au global, parce qu'on travaille beaucoup avec certaines ESN, avec certains éditeurs de logiciels, pour permettre la montée en puissance de l'IA dans leurs propres organisations. Et là est notre accélération, finalement. Voilà. Donc, on rencontre vraiment notre marché, il n'y a aucun doute. Et le marché a aussi évolué très vite. Peut-être qu'on a été certainement qu'on a eu quelques mois d'avance, mais pas plus. Et c'est aussi super intéressant parce que c'est ce qui est de l'avis de tout le monde très nouveau dans cette révolution industrielle, c'est qu'elle va extrêmement vite. C'est le paramètre nouveau. Il y a plein de parallèles qui sont faits avec l'électricité
ou je ne sais où l'imprimerie, mais là, on est dans une révolution industrielle réelle. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'elle va extrêmement vite. Et encore une fois, je parle de 12 mois de retour. En 12 mois, il s'est passé 1000 choses, 1000 évolutions majeures, structurantes. Et ça, c'est fascinant. Et en même temps, il faut pas ralentir. Oui, oui. Et donc l'AI for IT, vous, est-ce que ça se résume à former, coacher vos clients sur comment utiliser la machine au lieu de faire du code? Nous, donc AI for IT, c'est à la main du DSI. On considère que produire du code, c'est plus un sujet. Ce qu'on dit, nous, encore une fois, de façon peut-être un peu provocatrice, c'est pour nous, pour un développeur, coder est un anti-pattern, c'est un non-sens. On a travaillé à un framework de développement, enfin de chaîne de développement logiciel robuste pour permettre que cette promesse-là soit accessible dans un environnement industriel, enfin dans un environnement de projet cœur de métier. Et ça permet des gains qui sont considérables. Et c'est ça les AI for IT, c'est-à-dire accompagner nos clients à bénéficier de ces gains d'équipes de développement qui sont augmentées au travers de la technologie. Je recite Claude Code au passage, mais ça peut être Gemini, etc. Mais au travers de la technologie de vibe coding et puis au travers d'une méthodologie qui rend le résultat robuste et fiable. Et ça, celui qui paye, c'est le DSI. Celui qui tire le bénéfice, c'est le DSI sur ses budgets. Et pour nous, ça, c'est vraiment un marché qui est essentiel et on l'adresse avec notre chaîne de valeur et avec sa cohérence. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer des projets augmentés par l'IA pour un délai et un coût bien inférieur à ce qu'on aurait produit classiquement au travers de nos métiers d'ingénierie et nos ingénieurs augmentés. On est capable d'accompagner nos clients dans les phases de change management, d'acculturation grâce à WayVision, notre cabinet de conseil. On a des formations adaptées aux différentes technologies, Gemini, Claude, développement augmenté par l'IA, qui ont un succès incroyable. Et puis, j'ai parlé un peu de notre plateforme Raise qui contribue, je dirais, à pousser cette chaîne de valeur-là à l'échelle. Donc voilà, AI for IT, c'est ça. Et notre capacité d'accompagnement, elle est globale. Et on accompagne, pour y revenir, donc des projets, on a quelques belles références emblématiques, encore une fois sur un marché très nouveau, de gains de projets avec un effet pas de 1 à 10, mais de 1 à 7, c'est-à-dire entre une équipe dimensionnée classiquement de 14 ETP, de 14 personnes, nous, on a gagné avec deux personnes augmentées par des agents sur de l'Agentic Factory. On a accompagné des très grands comptes sur l'acculturation et la formation de leurs équipes de développement au développement augmenté avec un mix change, coaching et formation sur des équipes. Le plus gros client, c'est 3000 développeurs en France. Voilà. Donc, c'est finalement les déclinaisons qu'on a dans le domaine AI for IT. C'est vraiment un sujet qui est porteur. C'est un sujet qui n'est pas encore super mature parce que c'est bien de se dire qu'un agent, qu'on peut faire travailler 10 agents en parallèle là où on ne faisait travailler qu'un seul développeur, mais ça a encore une fois des conséquences ou en tout cas des questions sur la méthodologie, l'approche pour que Didier Girard a fait une analogie qui me plaît beaucoup. Parmi beaucoup d'entre elles, mais une qui est, si on met 10 personnes à débarrasser le lave-vaisselle, ce ne sera pas forcément beaucoup plus efficace que s'il n'y en a qu'un qui bosse bien. Donc, il faut avoir une organisation du travail pour que les 10 agents, ils puissent produire un travail de qualité. Et ça, c'est véritablement ce sur quoi on a travaillé et ce qui fait l'objet là aujourd'hui d'une offre vraiment packagée qui permet de faire travailler les outils d'IA dans une approche de context engineering qui est coordonnée, qui capitalise sur le delivery et qui s'auto-améliore continuellement sur le projet. Et voilà, c'est fascinant parce qu'en fait, la technologie est incroyable. Elle donne des potentiels inenvisagés jusqu'à présent. L'exploitation de ces potentiels pose des questions.
auxquelles on doit répondre avec des approches qui sont innovantes pour que ça soit véritablement efficace et que les clients, j'y reviens, puissent en tirer le meilleur bénéfice. D'accord. Et quand tu parles justement du 1 à 7, où avec voilà, deux ETP et des agents, on peut faire autant que 14 personnes, pour le coup, le contexte, c'est de délivrer un applicatif à ce C'est une moment-là? agentic factory. D'accord. Donc c'est un client qui veut avoir une équipe dédiée à la production d'agents pour ses métiers. D'accord. Voilà. Et nous, on a des développeurs qui fournissent ça. Enfin, on a 2 ingénieurs qui délivrent cette promesse avec des agents. D'accord. Ok. Oui, donc là, avec cette mission, est-ce qu'avec cette mission, on ne transitionne pas vers le justement AI for business, c'est-à-dire je développe des agents pour mon client, pour son business, pour ses process? Évidemment, et ça c'est un autre marché. Le vrai sujet, pourquoi on distingue et on temporise les deux, il y a une question de temporalité en fait. Et c'est un vrai sujet global, c'est l'IA, ça coûte, Hmm. quelle valeur ça apporte? Sur AI for IT, la valeur, elle est immédiatement mesurable. C'est-à-dire, je développe des plus gains vite, humains. je développe plus vite. Alors, je ne sais même pas si je fais des gains humains, je Oui. pense même pas à ça. Je génère plus de valeur Oui. Pour le parce même, que je sais redévelopper des questions sur des vieux applicatifs, du legacy qui coûtent cher en dette technique, etc. Maintenant, on peut envisager de les redévelopper pour pas cher, par exemple. Ouais. Ça génère de la valeur pour l'entreprise. Et ça, c'est dans le même PNL. Celui qui achète, c'est celui qui achète, c'est celui qui dépense, c'est celui qui tient le bénéfice. C'est le DSI. Et AI for Business, les modèles économiques sont pas toujours aussi évidents que ça. Et donc là, on est dans cette phase-là d'investiguer et de travailler sur l'agentification d'un certain nombre de process. Les technologies sont pas non plus forcément les mêmes. On travaille beaucoup, j'ai cité beaucoup Claude Code et Anthropic. On travaille beaucoup avec Gemini, avec Google et Gemini Enterprise sur la partie agentique. Donc, on travaille beaucoup de gens, hein, mais je les cite ici à cette occasion-là, parce que c'est aussi, il y a aussi des technologies qui permettent de mettre en place des processus et de confier des processus à des agents de façon un peu plus simple et de les déployer. Et donc voilà, les enjeux sur la vraie question qui est la valeur apportée par ces technologies-là sont sur le métier de l'agentique, enfin sur l'agentique métier plutôt, des sujets qui se traitent différemment de ceux qu'on adresse quand on a des considérations DSI et IT. Et ça, sur les for business, pour toi, c'est plus balbutiant, et peut-être un mot péjoratif, mais plus Moi, je pense qu'il y a un plus potentiel en amont. incroyable parce que c'est la vraie transformation de certains business models d'entreprise. Nous, on le voit sur le secteur du retail qui est très, peut-être un peu en avance, mais il y a d'autres, la finance, etc. Donc il y a un potentiel incroyable. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est être capable de valoriser pour l'entreprise le bénéfice, mais globalement, les entreprises y vont. Hein, et je dirais, c'est aussi le sens de l'histoire. C'est la même problématique. Je dissocie les deux parce qu'il y a une question de temporalité. Il y a une question d'usage, d'approche qui est un peu différent, mais on est sur la même logique. Le vibe coding, c'est de l'agentic coding en fait. Hein. Donc, c'est des agents qui prennent la décision sur la base de consignes de mener des actions pour produire du code. Donc voilà. Donc on est quand même sur un marché qui est cohérent et c'est un marché qui en effet est très prometteur et accélère très vite. Et tu as des exemples justement de départements, ou au-delà de l'IT, hein, mais d'autres départements d'entreprise où il y a eu de la création de valeur via du développement d'agents? Nous, on se l'est appliqué par nous-mêmes hein, sur la partie RH, sur la partie recrutement, sur notre front office. Voilà. Et ce qui est intéressant dans notre approche, c'est que dans l'approche Leadership Lab Crowd, c'est que les high champions de notre agentification, c'est-à-dire l'identification des use cases métiers corporate, sur lesquels on a déployé des agents, c'est notre VP recrutement. D'accord.
qui s'est approprié le sujet pour sa propre équipe, qui a mesuré la puissance des outils, qui a mesuré les usages, et puis qui, par exemplarité, nous a permis de déployer des agents et d'agentifier un certain nombre de nos processus métiers. J'ai cité du front office, j'ai cité des ressources humaines, j'ai cité du recrutement, je peux citer les activités commerciales, réponse à certains appels d'offres. Voilà, et puis on n'est pas au bout, mais... Sur le front office, t'entends quoi? Front office, c'est gestion de la relation client, gestion des contrats, gestion de la facturation, des données qui permettent de la facturation. C'était très artisanal et on est en croissance. Donc là, je reviens sur le sujet, parce que ça a été un projet dédié. On est en croissance. C'était géré de façon très sérieuse, mais de façon artisanale. Et le sujet n'a pas été de dire vous êtes X et vous allez être 2 fois moins. Le sujet a été de dire vous êtes X et avec ces outils-là, vous allez pouvoir absorber la croissance. Et ça, c'est aussi une démarche qui est vertueuse. C'est-à-dire l'équipe de front office génère plus de valeur pour l'entreprise. D'accord. Et par extension, est-ce que le fait d'être 900 ou 1000 et du coup d'avoir une force de frappe décuplée vers les agents t'ouvre aussi du business, des missions de plus grande ampleur? Nous, on pense que oui. On pense que gérer un gros projet de 100 ETP, c'est pas notre métier. Si on se projette, un projet de 10 ETP, c'est plus à notre main. Voilà. Donc, sous couvert qu'on reste dans... on est là on est vraiment dans notre positionnement parce que ces 10 ingénieurs versus 100, c'est des ingénieurs qui sont augmentés et qui sont sur un niveau d'expertise technologique qui est très fort. Donc ça, c'est un effet. Nous ne sommes pas en nearshore et en offshore. Et en fait, on ne veut pas y être. On pense on a eu la question d'un de nos clients, et à court terme, on pense que aller chercher cet effet 10x, si on va chercher cet effet 10x, on n'y est pas encore, mais le rapport de 1 à 10, au moins dans une période transitoire, disqualifie la dimension du TJM. Ce qui ne veut pas dire que quand le marché sera à nouveau mature sur ces effets d'échelle-là, le TJM ne redeviendra pas important. Mais dans un terme court, quand on est véritablement dans un rapport de 1 à 10, le fait d'économiser même 50% sur le TJM, ça ne change pas l'économie du projet, sachant qu'en plus, quand on est en offshore, il y a d'autres complexités. Offshore, par exemple, il y a d'autres complexités, alors que dans un marché qui est un peu nouveau, le fait d'être en proximité, d'avoir à côté de soi des gens de très haut niveau qui peuvent réagir vite, et voilà, ça a aussi une valeur. Donc voilà, donc nous, l'effet 10x, on considère que on est 900 et on a une force de frappe de 9000. Là aussi, c'est pour la punchline, mais globalement, on pense le sens du marché. Et en fait, c'est pas grave, parce que ce qu'on dit, nous, c'est vrai et ça sera vrai pour tout le monde. Je pense que le marché est en train de se transformer, donc c'est complexe. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a une approche qui est pertinente. J'ai pas de doute que le marché des ESN va se reconfigurer dans cette voie-là et que les besoins vont évoluer aussi. C'est le paradoxe de Jevons, qui est que plus l'accès à un usage est facile, plus cet usage se développe. Et en fait, je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Ce qu'on ne maîtrise pas bien, c'est, encore une fois, parce que tout va très vite, c'est à quelle échéance et comment tout ça va, à quel rythme tout le monde va pouvoir s'adapter. D'où l'intérêt vraiment de la montée en compétence sur ces technologies-là qui sont vraiment très structurantes. Mais on y va. Je pense qu'on est dans on est sur un marché de transformation et moi, je suis pas forcément inquiet de ce découplage taille-échelle parce que la génération de valeur, sans naïveté, mais parce que la génération de valeur, on la mesure pas totalement encore. Et d'accord. Et là-dessus, est-ce que tu penses que l'attente des clients dans ce changement, est-ce que tu penses que l'attente des clients a changé?
euh, en termes de personnes sur un projet, en termes de nombre de jours hommes? Est-ce que ça a un impact sur aussi la proportion Aujourd'hui, il y a des des missions au attentes. Ouais. forfait aux régies? Aujourd'hui, il y a des attentes très fortes. Aujourd'hui, des attentes de plus en plus fortes parce que les clients, ce que je dis là, les clients, enfin, je suis pas le seul à le dire, quoi. Donc, quand même. Encore une fois, il y a peu de recul. Tout ça est assez rapide, donc. J'ai pas de certitude, on n'a pas de certitude, on est dans le mouvement. Mais quand même, les effets bénéfiques, d'ailleurs les clients les vivent, hein, ils nous attendent pas pour les réaliser. Hein, les clients, enfin, encore une fois, les clients sont quand même très matures et expérimentent beaucoup et ont des réalisations dans un certain nombre d'entre eux qui sont vraiment remarquables. Et bien dans le rythme. Donc cette réalité-là, ils le mesurent. C'est normal qu'ils aient des attentes vis-à-vis de leurs partenaires pour qu'ils soient au même niveau et au même rythme. Donc voilà, ça c'est un point. Ensuite, moi je pense que sur une question de génération de valeur, en tout cas nous c'est notre voie, il y a quand même un sujet pour les sociétés de services sur le modèle de facturation au temps passé. Autant je pense qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir sur la partie expertise parce que la valeur de l'expertise au temps passé, ça a toujours du sens. Autant le fait d'être basé sur de l'outcome, c'est-à-dire sur vraiment de la délivrance d'une valeur, je pense que c'est une voie qui est très forte. Et là, il y a du monde qui maîtrise bien ces modèles-là, hein, sur le marché des ESN. Et donc voilà, c'est une vraie évolution. L'outcome, en tout cas pour nous, c'est une évolution de notre modèle parce que c'est ce que les clients attendent de plus en plus et légitimement parce que ça leur permet de bénéficier de cet apport de valeur et de cette productivité maximisée par l'intelligence artificielle. D'accord. Et je sais que certains, alors pas forcément dans les ESN, mais un peu plus dans le conseil, vont sur des success fees, satisfactory fees. Est-ce que c'est des choses que tu vois se développer Alors moi, je ne les vois pas, mais ça ne veut pas dire. Je sais que ça existe. Je ne les vois pas. Alors ça a toujours existé quand même. Hein, c'est pas une révolution. Mais j'ai pas vu des modèles adossés. Moi, je les ai pas pratiqués de façon très claire aujourd'hui. Et j'ai pas vu des modèles adossés à ça aujourd'hui. Donc, au-delà de ce qui se pratique déjà. Donc, indépendamment de l'intelligence artificielle, ces modèles-là de success fees sont des modèles contractuels assez, enfin pas classiques, mais si classiques, un peu historiques. Aujourd'hui, je ne sais pas dire si ça s'accélère, mais c'est une vraie voie. Parce que à partir du moment où, encore une fois, la valeur est plus tellement le temps passé, il faut être capable d'estimer la valeur. Et si, de manière assez simpliste sûrement, mais si l'ESN, le partenaire, est capable de s'engager sur la valeur jusqu'au point de s'incentiver et d'incentiver son business model sur la valeur qu'il génère au client, je pense que ça a du sens. Et ça, c'est un exercice intellectuel compliqué, j'imagine, notamment pour des ESN qui sont énormément au temps passé, d'arriver à quantifier quelle valeur, au-delà du jour homme que je multiplie par un TJ, quelle valeur je vais apporter à mon client sur mon produit. Je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est une conjonction de maîtrise de la technologie et de maîtrise du métier du client. Et puis, encore une fois, on est quand même sur des technologies qui bougent très vite. On a assez peu de recul. Donc, je ne sais pas. Je serais curieux